La ville russe de Sotchi, sur les bords de la mer Noire, abrite en ce mois d'octobre 2019 le tout premier sommet Russie-Afrique, un sommet en préparation depuis des mois et qui avait été annoncé par le président Vladimir Poutine lors de la conférence des BRICS en 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce nouveau format des relations entre la Russie et les pays africains est l'occasion pour le numéro 1 du Kremlin d'annoncer un message aux dirigeants des 54 États du continent invités, y compris le Gabon. Un message qui consiste à rassurer les dirigeants du continent et souligner la volonté de la Russie de tisser un nouveau partenariat avec les pays africains pour les aider à résoudre leurs problèmes de développement. À ce propos justement, la coopération entre le Gabon et la Fédération de Russie reflète-t-elle la qualité de leurs liens bilatéraux et quels sont les enjeux de la coopération entre la Russie et l'Afrique? Les relations russo-africaines ont des racines assez profondes. Elles remontent depuis le 19e siècle, voire au-delà. D'abord, cette formidable histoire inédite du prince africain d'origine camerounaise, Abraham Hannibal, devenu aristocrate russe, est l'un des plus proches amis et conseillers du tsar, l'empereur Pierre Ier dit Pierre le Grand, et qui joua un grand rôle dans le développement de la Russie impériale. Abraham Hannibal, qui n'est autre que l'arrière-grand-père du grand poète russe Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, l'un des principaux symboles de la culture et de la civilisation russe. Ce n'est donc pas pour rien que l'on dit en Russie que Pouchkine nash vsio, Pouchkine est notre tout, une comparaison qui prend tout son sens à une époque où les clichés racistes étaient omniprésents en Occident à tous les niveaux. Autre fait historique, le soutien stratégique de l'Empire russe à l'Éthiopie, le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé, notamment durant la première guerre italo-éthiopienne de 1895 à 1896. Et puis, il y a également cet investissement de Moscou à l'époque soviétique dans les mouvements de libération nationale sur le continent, à une époque où le monde était divisé en deux blocs, capitalistes et socialistes. Pendant cette période, justement, dite de guerre froide, et grâce à son engagement, Moscou est parvenu à étendre son réseau diplomatique à la quasi-totalité des États africains. Avec le Gabon, Libreville et Moscou ont établi leurs relations diplomatiques le 15 octobre 1973. Feu Léonard Mbadinga fut le premier ambassadeur du Gabon accrédité à Moscou. À cette époque, le Gabon était étroitement associé à la France dans de nombreux domaines. L'Union soviétique a été parmi les premiers pays qui ont reconnu l'indépendance des pays africains, qui ont beaucoup aidé les pays à surmonter les premières difficultés de leur construction des États, et a beaucoup supporté ces pays, surtout les pays qui ont choisi le développement sur les voies de construction de socialisme. Mais avec le Gabon et certains pays qui étaient très proches du camp occidental, nos relations n'étaient pas à beau fixe à l'époque, et même le Gabon était parmi très peu de pays qui n'ont pas voulu établir les relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Et jusqu'à même 1973, exactement le 15 octobre 1973, nous n'avons pas entretenu de relations diplomatiques avec le Gabon. Et ça, c'est bien sûr influencé négativement au développement de nos contacts et qui ont débuté seulement à la fin des années 70, début des années 80. Il faut que nous sachions ce que nous voulons en fonction de notre politique publique.
en fonction des objectifs que le Gabon voudrait atteindre. Nous devons savoir que ces pays ont un potentiel assez large. Eux, ils ne peuvent pas nous dire « faites ça et ça ». Nous devons demander. Bon, moi, je pense que nous gagnerons plus, nous, le Gabon, à nous appuyer sur les ressources, notre ressource humaine. Former un maximum de cadres et aussi demander aux Russes de venir enseigner nos jeunes ici. Surtout dans les lycées, parce que c'est la base, dans le domaine scientifique surtout. Tout ce qui touche les mathématiques, la physique, la biologie, tout ce qui est scientifique, le Gabon gagnerait à avoir une forte coopération avec les Russes, parce que je pense que dans ce domaine, ils peuvent nous apporter beaucoup. Parce que nous avons fait cette expérience en matière scientifique là-bas, ils sont très avancés. Le Gabon gagnerait aussi à former peut-être ces cadres militaires. Dans quel cadre? Dans la forme d'acquérir une certaine vision dans la discipline et l'attachement à la patrie. Il y a quand même des grandes écoles militaires là-bas, il y a des académies militaires. Et on gagnerait aussi à avoir par exemple des pilotes civils comme militaires. Et je pense aussi que nous pourrions gagner dans la formation dans le domaine de la communication et des télécommunications, parce qu'ils sont assez avancés là-dedans. Vous voyez par exemple dans le domaine du cinéma, les Russes sont très avancés dans le domaine du cinéma et dans le domaine de la radio et la télévision. Dans les années 80, le Gabon opte pour la diversification de ses relations économiques extérieures, tout en maintenant son orientation traditionnelle vers la France. Pendant cette période, l'on a observé un regain de dynamisme dans la coopération bilatérale entre Moscou et Libreville, avec par exemple la signature de nombreux accords intergouvernementaux dans plusieurs domaines, tels que l'économie, le commerce, la science ou encore la formation. Malgré le volume assez modeste des échanges commerciaux, les deux pays observent une dynamique positive dans ce domaine, telle que le démontrent les statistiques officielles. Rien que pour la période allant de janvier à novembre 2018, la Russie a importé du Gabon 266 000 tonnes de minerais de manganèse pour une valeur de 89 millions de dollars, soit l'équivalent de 53 milliards de francs CFA. Tandis que le Gabon a importé de la Russie pour 6 600 000 dollars, près de 4 milliards de francs CFA, de produits pétroliers, des aliments d'origine végétale et animale, y compris la viande et à bas comestibles. Par ailleurs, l'intérêt des entreprises russes pour le marché gabonais ne cesse de s'accroître depuis ces derniers temps, notamment dans les secteurs tels que l'exploration géologique, l'exploitation des ressources minières ou de l'énergie. Beaucoup d'entre elles sont déjà venues explorer le marché gabonais. Il s'agit entre autres pour les secteurs de l'énergie et des hydrocarbures, des compagnies telles que Lukoil, IFD Capital, Gazprom, Rosneft, Tatneft ou encore Zarubezhneft. Maintenant, ça devient de plus en plus intéressant pour les pays, pour les sociétés russes de venir ici au Gabon. Il y a beaucoup de sociétés qui viennent ici pour faire de la prospection du marché. Notre commerce est aussi, a aussi connu de très bons résultats. Quand je suis arrivé ici il y a 6 ans, notre commerce était moins d'1 million de dollars par an. En 2017, atteint le chiffre de 48 millions. L'année passée, 118 millions. Vous voyez la progression. Le Gabon n'exploite pas beaucoup cette coopération avec la Russie. Or, à y voir de plus près, la Russie est un grand pays qui peut beaucoup nous apporter. Nous pouvons tirer beaucoup de choses, plein de choses, dans l'économie, dans la culture, dans l'éducation, la science, le tourisme. Le cas de Zarubezhneft, c'est une société pétrolière russe à 100% capital d'État, qui s'est intéressée il y a 2 ans au marché gabonais. Ils sont très intéressés, vraiment, de venir ici. Ils sont en consultation et négociation directe avec le ministère du pétrole et le GOC sur les conditions de leur
participation dans certains projets. Dans le pétrole, on attend toujours le nouveau code d'hydrocarbures qui va créer, j'espère bien, les conditions favorables pour les opérateurs économiques, non seulement russes, mais d'autres pays, de venir au Gabon et d'investir au Gabon. Mais aussi, il y a d'autres sociétés qui sont venues il y a très peu. C'est surtout les sociétés dans le domaine du pétrole, c'est Lukoil, qui est la plus grande société privée russe dans le pétrole. C'est Tatneft, qui est une société très active, et j'espère bien qu'ils vont avoir de bons résultats après leur recherche de prospection des marchés gabonais. Mais aussi, je peux mentionner l'intérêt de certains opérateurs économiques dans le domaine d'agriculture. À mon avis, il y a beaucoup de possibilités dans ce domaine. Dans l'agroalimentaire, pourquoi pas? C'est des choses que nous voulons bien voir. Dans les hautes technologies, vous savez aujourd'hui que, par exemple, dans la technologie des cartes magnétiques, la Russie est numéro 1 dans le monde, dans l'utilisation de ces cartes-là. Et le Gabon, si nous voulons développer le secteur bancaire avec la monétique, la Russie sera un partenaire très important. Nous avons aujourd'hui des russophones en nombre important au Gabon qui pourraient aider à cette coopération. Donc je pense qu'il faut l'exploiter. Aujourd'hui, c'est la coopération, les échanges d'étudiants, surtout des étudiants gabonais, qui vont en Russie. Ça, il faut le souligner parce qu'il n'y a pas d'étudiants russes qui viennent chez nous. C'est nous qui allons vers eux. Donc c'est cette coopération-là que nous voyons beaucoup plus, mais on peut développer, je le redis encore, d'autres formes de coopération. Il faudrait qu'on ait une coopération multisectorielle avec la Russie. À partir des années 2000, les deux parties vont intensifier leurs contacts, notamment sur le plan politique. Du 23 au 26 avril 2001, feu président Omar Bongo Ondimba se rend pour la première fois à Moscou, 28 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, pour une visite officielle en Russie, où il a eu des entretiens au Kremlin avec Vladimir Poutine. Pour Moscou, cette visite du président Bongo revêt une grande importance pour le développement de la coopération économique entre le Gabon et la Fédération de Russie, tout comme elle devait inciter un environnement confortable pour les entreprises russes au Gabon. Le chef de l'État gabonais, qui a visité la célèbre université russe de l'amitié des peuples, Patrice Lumumba, a été décerné le titre de docteur honoris causa de cette institution académique russe de renommée internationale qui a formé de nombreux cadres africains. Au cours de cette visite, les deux parties ont signé une déclaration conjointe russo-gabonaise et un protocole sur les consultations entre les deux pays. En 2001, donc, en acceptant l'invitation de Vladimir Poutine, le président Omar Bongo vient en fait sceller davantage les liens entre la Russie et le Gabon. L'élément, le deuxième en 2002, c'est l'accord militaire technique que le Gabon signe avec la Russie. Mais malheureusement, on n'a pas vu de résultats réels au vu de ce qui a été déjà fait. Des actions qui ont été déjà menées entre les deux pays. C'est la guerre froide qui avait posé ce ralentissement. Et je pense aussi que en matière de coopération, vous savez, c'est une affaire de feeling des hommes. Il y a des hommes qui savent foncer. Il faut envoyer des jeunes cadres qui en veulent pour aller vers toutes ces puissances-là, ces pays développés, pour que nous puissions recueillir un maximum. Il ne faut pas envoyer des gens qui ont le pas lourd. Et je vois que les grandes puissances n'attendent que le geste des pays en voie de construction. Et c'est à nous de jouer le rôle que nous devons avoir face aux documents qu'on signe. Toute coopération ne se limite pas à la signature. Maintenant, il faut un suivi, il faut avoir des relations, des contacts, savoir comment faire dynamiser tout ça. L'arrivée du président Bongo, qui a été fortement médiatisée, a fait en sorte que le Gabon soit connu. Et c'était là la possibilité de l'ouverture d'une vraie diplomatie qui porte ses fruits, qui devrait porter ses fruits. C'était là l'occasion de signer plusieurs accords, à part les accords qui existaient déjà et qui existent jusqu'à présent. Ce sont des accords d'échange scientifiques. Surtout la partie gabonaise
le Gabon qui envoie ses étudiants en Russie au travers des bourses de coopération. Et ça nous a étonné de l'accueil qui avait été réservé à notre président. À l'époque, on avait surnommé le président Bongo le Brejnev africain. En juillet 2002, lors de la visite à Moscou du ministre de la Défense nationale Ali Bongo Ndimba, un accord de coopération technico-militaire a été conclu entre Libreville et Moscou, un accord qui est entré en vigueur en septembre 2004. Nous avons des contacts entre les ministères, les deux ministères de la Défense. Surtout, notre coopération se limite dans le domaine de formation des cadres. L'erreur de certains pays africains, c'est juste, ils pensent qu'ils peuvent juste acheter des armes chez les Russes. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, le plus important, c'est de former des vrais militaires, parce qu'une nation ne peut être forte que si cette nation a une vraie armée. Et une armée républicaine, une armée disciplinée, et une armée qui a le devoir de servir et défendre la nation. Et je pense que dans ces pays-là, comme par exemple le cas de la Russie, si nous envoyons nos militaires là-bas, nous aurons beaucoup à gagner. Parce qu'ils ont le sens du devoir, comme dans certains pays aussi. Et c'est ce qui manque un peu en Afrique, dans le côté militaire. Mais nous pouvons aussi gagner dans d'autres domaines, parce qu'il y a des recherches aussi dans le domaine de la formation et du renseignement. Il faut aussi former des gens dans le secteur. Il y a des formations militaires au-delà de jouer avec des armes. Il y a des domaines très sensibles il faut avoir des techniciens, des spécialistes dans ces domaines-là. Et nous devons, nous, en ce qui concerne le Gabon, avoir une bonne coopération en matière de renseignement. Si on formait des vrais cadres dans le domaine du renseignement, ça nous apportera beaucoup pour non seulement la sécurité de notre pays, et l'évolution scientifique et technologique du pays. Parce que le renseignement ne se limite pas seulement à faire des BR ou raconter ce qu'on veut. Le renseignement, c'est très large. En 2011, lors de la visite à Moscou du ministre des Affaires étrangères Paul Tongui, un accord sur la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service a été conclu entre les gouvernements de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République gabonaise. Tout comme lors de la visite à Moscou de son successeur Emmanuel Zengonde, qui, avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ont évoqué, entre autres sujets, l'insécurité et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Nous sommes toujours les partisans de la paix et promotion de la paix et lutte contre le terrorisme. Maintenant, comme vous le savez, le terrorisme est un fléau international qui ne connaît pas de frontières. Et ici en Afrique, nous avons beaucoup d'exemples des opérations terroristes, des organisations terroristes qui se répandent. Et c'est le vrai danger pour non seulement les pays qui ont déjà été atteints par ce fléau, comme Libye, Mali, Nigeria, Cameroun. On peut citer un grand nombre de pays qui ont déjà été victimes du terrorisme international. La situation de certains États est telle, du point de vue sécuritaire, qu'à un certain moment, eh bien, ces États se retournent vers les puissances les plus disantes et qui peuvent leur apporter tant soit peu un peu de sécurité. On le voit effectivement en RCA, où aujourd'hui la Russie a la responsabilité de la sécurisation de la présidence de la République, essaie d'amener son compte à soi quant à la sécurisation du pays, mais effectivement, compte tenu du fait que les concurrences, les aspérités au niveau international sont encore assez aiguës, eh bien, il affleure ces inimitiés qui ne sont pas les nôtres, je parle en tant qu'Africain, qui ne sont pas les nôtres. C'est à l'Africain aussi de pouvoir se départir de ces débats qui ne la concernent en rien, pour essayer de voir ses intérêts, puisque ce qui gouverne le monde, les relations internationales, ce sont les intérêts, la lecture de ses propres intérêts. Il faudrait que l'Africain puisse, ou les Africains puissent déterminer leurs intérêts nationaux, régionaux et sous-régionaux, et également leurs intérêts stratégiques. Nous essayons à être utiles aux pays du continent
nous proposons à tous les pays, y compris le Gabon, notre assistance. Nous avons déjà entrepris de grands efforts pour la résolution du conflit au pays limitrophe qui est la Centrafrique. Dans le même temps, les liens interparlementaires se sont activement développés entre les deux pays. En septembre 2008, à l'invitation de la Douma d'État de la Fédération de Russie, une délégation de l'Assemblée nationale du Gabon, dirigée par son président Guizou Bandama, s'est rendue à Moscou. En juin 2010, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Daniel Onaondo, a également conduit la délégation parlementaire gabonaise à Moscou aux travaux de la conférence parlementaire internationale intitulée Russie-Afrique, horizon de coopération. Et puis, en mars de l'année suivante, une délégation parlementaire des députés à la Douma d'État s'est rendue au Gabon pour une visite amicale. De même, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a conduit la délégation parlementaire du Gabon le 3 juillet 2019 à Moscou aux travaux du Forum interparlementaire Russie-Afrique. La coopération entre le Gabon et la Fédération de Russie a été renforcée davantage avec la visite à Moscou du président Ali Bongo Ondimba le 14 juillet 2018, suivi d'un entretien avec Vladimir Poutine. Lors de cette audience, les deux hommes d'État ont non seulement fait le point sur les liens bilatéraux et tracé les perspectives de leur coopération, mais ils ont aussi abordé les questions liées à l'agenda africain international. À cette occasion, Ali Bongo Ondimba a sollicité entre autres le soutien de la Russie dans le règlement de la crise et le retour de la paix en République centrafricaine. Monsieur le Président, je suis venu vous dire que, et vous le savez déjà, que l'Afrique a besoin de vous. Je suis content de voir la partie russe s'impliquer dans un conflit qui est proche de nous, le conflit de la RCA. Et il serait bon donc que nous puissions conjuguer nos efforts ensemble pour pouvoir amener la paix dans ce pays. Cette rencontre, à mon avis, a servi d'un point tournant dans nos relations. Un point qui a déjà marqué par plusieurs événements dans nos relations, par l'augmentation de l'intérêt de la part des opérateurs économiques russes vers le marché gabonais et bien sûr par l'intérêt général de la population russe vers le Gabon, y compris comme la destination touristique, et aussi l'intérêt des Gabonais vers la Russie. En matière de coopération dans le domaine de l'éducation, de nombreux jeunes Gabonais ont été formés dans les universités et grandes écoles de l'ex-URSS et de la Fédération de Russie, et chaque année, le gouvernement russe octroie une dizaine de bourses d'études aux citoyens gabonais. Dans ce domaine, le fait historique a largement contribué au ralentissement du volume des étudiants gabonais en Union soviétique. La première vague, c'était 6 étudiants. Ensuite, il y a eu une vague de 10 étudiants. Et je crois même au départ, il n'y avait que 4 étudiants qui étaient allés en Union soviétique. Il y avait d'autres qui étaient allés par leur propre circuit, depuis le Congo-Kinshasa. Mais ceux-là étaient à partir de Lumumba. Ils étaient 2 ou 3. Mais nous, notre vague, nous avons été la vague la plus importante, 80 étudiants. En 1980, nous sommes allés, il y a eu 80 étudiants. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur. Le président avait souhaité que le gouvernement gabonais envoie un maximum d'étudiants. J'ai été orienté dans la capitale russe, Moscou, donc à Druzhby Narodov, université Druzhby Narodov. C'est l'université qui avait été baptisée Patrice Lumumba. Quand j'arrive, je trouve à peu près une dizaine de Gabonais. À mon époque, jusqu'à l'arrivée du président Bongo Ondimba, Omar, en 2001, nous étions à peu près une quinzaine de Gabonais dans cette université. Je souligne que nous étions l'une des communautés les plus faiblement représentées. Et le Gabon en général, dans toute la Russie et les pays de l'ex-Union soviétique, nous étions à peu près une trentaine d'étudiants. Donc parce qu'il y en avait, je crois, un en Ukraine et un autre à Minsk en Biélorussie.
À l'époque, la guerre froide, trop de gens craignaient l'Union soviétique. Les gens pensaient qu'un étudiant qui allait en Union soviétique était devenu dangereux, ce qui était archi faux. Et il faut reconnaître que la plupart des étudiants qui revenaient de l'Union soviétique étaient pour la plupart plutôt dans la philosophie libérale. Et les gens croyaient que quand vous faites des études en Union soviétique, vous devenez communiste et tout. Non, pas du tout. Parce que je pense que les étudiants qui revenaient de l'Union soviétique avaient plus le sens de l'autocritique. Ils savaient faire la différence entre le monde capitaliste, le monde communiste, le monde socialiste. Et pour la plupart des Gabonais qui sont passés par l'Union soviétique, on n'a jamais eu des révolutionnaires ou des gens comme ça. Mais la coopération a été lourde aussi parce que c'était cette période de la guerre froide. Et il y a eu un pas assez lourd par rapport aux faits historiques. Nous sommes des pays attachés à l'Ouest et les pays de l'Est étaient toujours perçus assez bizarrement. Mais aujourd'hui, je crois que ça a évolué. Aujourd'hui, la Russie est une destination attractive pour de nombreux étudiants africains, y compris des Gabonais. Toutes les conditions ont été mises en place par les autorités fédérales pour leur réussite. Et dès l'arrivée à Moscou, les étudiants internationaux sont directement pris en charge. Les étudiants étrangers étaient très bien accueillis. Dès l'aéroport, vous étiez pris en charge. Et durant toute votre formation, vous étiez suivis d'une manière sérieuse. Dans le domaine médical, dans le domaine de la formation, dans les conditions de vie. Et vous n'avez jamais, à l'époque, on n'avait jamais de difficultés de bourse ou bien de problèmes avec nos enseignants, parce qu'il faut remarquer, il faut le dire, les enseignants étaient d'un haut niveau humaniste. Et ils avaient l'amour de former des jeunes qui venaient de partout dans le monde. Et ils tenaient à ce que nous puissions avoir une très bonne formation afin de pouvoir aider nos pays dans le développement et l'affirmation qu'on devait apporter en faisant honneur aux pays qui nous avaient formés. Je suis accueilli par le ministère de l'Enseignement supérieur qui m'oriente vers l'université Drujby Narodov, ex-Patrice Lumumba. Donc nous sommes accueillis, mis en quarantaine dans un bâtiment et inscrits en faculté préparatoire, qu'on appelle en russe Подготовительный факультет. Donc vous êtes intégré dans cette université et puis vous avez la première année qui est l'année d'initiation à la langue russe. Lorsque vous avez parfait votre année d'initiation, vous allez en première année et moi je me suis inscrit au département de relations internationales. Pendant la lutte des indépendances africaines, l'Union soviétique a offert beaucoup de bourses d'études aux Africains dans le cadre justement de la coopération culturelle et de la solidarité avec les peuples opprimés. Une aide qui répondait justement aux besoins des pays post-coloniaux et des mouvements de libération nationale, à savoir former les cadres qui mettraient ensuite leurs compétences au service de la lutte pour l'indépendance, de la construction étatique et du développement économique de leurs pays respectifs. La chute de l'Union soviétique en 1991 s'est accompagnée d'une recrudescence des manifestations d'une rare violence des mouvements extrémistes envers les étrangers dont les étudiants et autres Africains vivant en Russie ont été victimes. Une situation qui a provoqué des réactions contrastées et la désillusion d'une partie des étudiants africains, même si à ce jour la situation a largement évolué. Le séjour des étudiants en Union soviétique était toujours un peu difficile, parce que vous voyez, c'est un grand pays, il y a des populations qui découvraient ceux qui venaient d'Afrique. Mais au niveau des instituts, des universités, il n'y avait jamais eu de racisme. Les enseignants étaient d'un très haut niveau, les enseignants avaient du cœur, les enseignants étaient très ouverts et encadraient les étudiants. Si vous êtes absent au cours, l'enseignant était capable d'arrêter ses cours et venir vous chercher au campus, ce qui n'existe pas ailleurs. Et l'enseignant vous faisait comprendre que vous êtes venu ici pour votre formation et pour aider votre pays plus tard. Et c'était vraiment admirable. Ça, c'est une coopération dans le domaine de la formation qui reste à saluer quand même. On vient à la rencontre d'un peuple qui n'est pas très habitué au noir. Lorsque vous êtes noir et que vous arrivez en Russie, vous êtes un peu regardé comme, je vais dire, en griffe, comme un extraterrestre. Mais la nature de l'homme faisant qu'on peut s'adapter d'une manière ou d'une autre à notre nouvel environnement, on finit par s'adapter. Mais au passage, quand même, on vit quelques petites situations de racisme. Racisme passif,
racisme actif. Quand je dis passif, c'est le regard, c'est la petite parole blessante qui n'est pas une agression physique. Mais il y a aussi ce racisme actif qui est beaucoup plus agressif, c'est-à-dire on vous touche physiquement. Sur le plan culturel, l'ambassade de la Russie au Gabon a organisé en 2016 la première tournée en Afrique centrale, principalement au Gabon, du ballet russe, et en 2018, 3 expositions de peinture moderne russe. À cette occasion, une convention de don de 7 tableaux destinés au musée de l'art contemporain de Libreville a été signée par l'ambassadeur russe Dimitro Kurakov et l'ancien ministre gabonais de la Culture, Alain-Claude Bilibinze. Aujourd'hui, la Russie bénéficie d'un large crédit auprès des Africains. Le président Vladimir Poutine, qui connaît bien l'Afrique, multiplie des initiatives pour gagner la confiance de ses partenaires africains. Il a ordonné à son gouvernement d'augmenter le volume des bourses d'études aux États africains. Il a annulé plus de 20 milliards de dollars, l'équivalent de 12 000 milliards de francs CFA de dettes des différents pays africains, ou encore sa décision d'implanter sur le territoire africain des usines et des entreprises mixtes. Après donc une longue absence remarquée en Afrique, due essentiellement aux difficultés internes, survenues après la chute de l'URSS en 1991, la Russie s'apprête à livrer un message aux dirigeants des 54 États du continent, invités au tout premier sommet Russie-Afrique à Sochi sur les bords de la mer Noire. Un message qui consiste à rassurer les dirigeants du continent et souligner la volonté de la Russie de tisser un nouveau partenariat avec les pays africains pour les aider à résoudre leurs problèmes de développement. Ce sommet devra donc constituer une plateforme de débat autour des différents défis actuels dans le monde et la recherche de moyens de renforcer la stabilité régionale. Nous devons trouver au cours de ce sommet comment nous tous voyons cette coopération. Il faut au départ de Libreville savoir pourquoi on va en Russie. Lorsqu'on va à Sochi, on va faire quoi exactement? On va avec qui? Dans notre délégation, est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Est-ce que vous avez dedans des personnes qui peuvent vous orienter? Est-ce que vous avez formulé une politique claire à proposer aux autorités russes? Est-ce que vous avez l'ambition d'approfondir cette relation diplomatique qui existe depuis 1973? Voilà les vraies questions. La Russie veut véritablement investir au Gabon, mais nous devons avoir un intérêt véritable vis-à-vis de ce pays. Mais si nous restons plutôt des spectateurs ou bien nous n'avons pas un intérêt favorable, précis envers ce pays, je pense bien que ces relations resteront plutôt inactives. Bien vrai que des actions seront menées, il y aura des sommets, il y aura des visites, mais nous resterons toujours à l'état précaire. Aller dans des projets concrets au niveau de la route, relier déjà nos États, échanger dans la recherche, dans la formation des cadres, trouver des règles pour l'énergie, l'eau, l'adduction d'eau, parce que vous voyez en union de ce type, quel que soit l'endroit où vous allez, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Donc, comme disait le grand penseur russe et le père de leur révolution, le développement d'un pays démarre par l'adduction d'eau et l'électrification. Ensuite, vous passez par la formation des hommes, la santé, et à travers cette santé, vous avez le dynamisme nécessaire pour lancer l'économie et faire en sorte que, s'appuyant sur la culture et l'identité des peuples, nous puissions donner une impulsion pour le développement. La problématique africaine, elle est simple. C'est d'abord le développement, parce que la majorité des pays sont sous-développés. Et aujourd'hui, l'Afrique est riche de ses potentialités, mais pauvre de ses moyens de production. Donc, ce qui intéresserait l'Afrique, c'est de tisser des partenariats importants, notamment avec la Russie, pour pouvoir dégager les moyens nécessaires pour exploiter ses potentialités économiques. Vous me parlerez peut-être aussi des problèmes de sécurité, avec le terrorisme, avec le golfe de Guinée qui devient de plus en plus un centre insécuritaire compte tenu des enjeux qui s'y déroulent. On verra un peu la zone sahélo-saharienne avec le terrorisme, le djihadisme, etc. On verra des phénomènes humains comme la pauvreté, la désertification, les problèmes climatiques. Tout cela sont des enjeux pour l'Afrique, des enjeux qui, à un certain moment, sont au-delà de ses capacités. La Russie, effectivement, est une puissance qui compte. Donc, la Russie va essayer
de tisser un nouveau partenariat avec l'Afrique et certainement rassurer les Africains de ce que s'il s'agit là également d'un pôle dont les potentialités sont importantes et qui peut, ce pôle-là aussi peut aider l'Afrique à résoudre ces problèmes de développement, que ce soit développement économique ou développement humain.